on arrive des Caraïbes, on passe aux États-Unis, ok? Et tous ces personnages qu'on a vus hein, ont permis à l'idée panafricaine de grandir. Et là, on arrive à la guerre d'indépendance des États-Unis de 1775 à 1783. Et cette guerre va nous être aussi un point crucial où va être un événement qui va amener aussi à cette notion, cette idée de panafricanisme. Tous ces éléments historiques vont appeler, vont permettre un- une arrivée finalement, vont consolider, vont agrémenter cette idée de panafricanisme. Durant cette guerre d'indépendance, ce qui opposait la Grande-Bretagne et les colonies, les 13 colonies d'Amérique du Nord, de 1775 à 1783, il y a énormément de choses qui se passent, ok? Et ben, la Grande-Bretagne se retrouve avec un problème parce qu'elle a fait appel à des esclaves pour tout simplement renforcer ses rangs. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces esclaves? Le problème noir va être réglé de manière provisoire. Et comment on va le régler? On va tout simplement envoyer ces Noirs qui ont combattu pour la Grande-Bretagne face aux colonies d'Amérique du Nord. On va les envoyer un peu plus loin. On va les envoyer au Canada, on va les envoyer en Écosse, en attendant de trouver une solution pour eux. Ok? La Grande-Bretagne trouve une solution provisoire pour ces héros de guerre, mais n'ayant pas la couleur adéquate. Un événement va avoir un impact sur le monde de la diaspora africaine et donc sur le panafricanisme. C'est la révolution d'Haïti hein, de 1791. D'ailleurs, là quand on dit révolution d'Haïti de 1791, c'est un anachronisme parce que en 1791, Haïti n'existait pas encore. C'était Saint-Domingue, ok. Haïti, la République haïtienne a été proclamée en 1804. L'île d'Hispaniola. Alors Saint-Domingue, ou Haïti maintenant, faisait partie de l'île de Saint-Domingue. Donc Haïti faisait partie de l'île d'Hispaniola, qui était composée, qui après a pris le nom de Saint-Domingue. Ok. Et maintenant, cette île-là, donc Hispaniola, Saint-Domingue, aujourd'hui, est constituée de Haïti à l'ouest et de la République dominicaine à l'ouest, à l'est. Donc, elle a été découverte par Christophe Colomb, l'île d'Hispaniola, le 6 décembre 1492. C'était une île qui était peuplée par les Indiens Arawak, qui appelaient l'île Haïti, qui signifie la terre des hautes montagnes. Ok. Et elle a été baptisée par l'amiral justement qui l'a trouvée, donc Christophe Colomb, euh, la Española, qui signifie la petite Espagne ou l'espagnol. Et lorsque les gens ont retranscrit la carte, ils ont la Española est devenue Hispaniola. Donc voilà un peu par rapport à l'histoire de Hispaniola. Et donc Hispaniola, qui est devenu ensuite Saint-Domingue, était donc cette île qui est composée maintenant de Haïti et de la République dominicaine. Saint-Domingue et sa société. En 1785, il faut bien savoir que le moteur du commerce international, c'est le sucre. Ok. Et Saint-Domingue, c'était la capitale du sucre mondial. Ok, c'était la colonie la plus riche, pardon, par rapport au sucre. 85% de l'économie de la France au niveau du commerce international se faisait par Saint-Domingue. Donc c'était une colonie extrêmement importante.
ok? La société de Saint-Domingue était extrêmement inégalitaire, comme ben, beaucoup de sociétés de cette époque, vu qu'on était dans le contexte de l'esclavage, ok? Et dans cette société, ben, il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait des métis. L'esclave qui naissait libre par filiation, ben voilà, il était libre. Comment on pouvait naître libre par filiation? Ben, si on était né d'esclaves qui étaient eux-mêmes libres, ou si on était le fruit d'une relation sexuelle par un maître blanc et justement une esclave. Ok, donc on pouvait naître libre. Et on pouvait aussi s'affranchir de l'esclavage par l'intelligence. Ok, donc il y avait aussi un ascenseur social, ou je ne dirais pas un ascenseur social, mais le chemin du mérite dans cette société-là, où les esclaves les plus intelligents, les plus hors pair, pouvaient avoir cette liberté. Ok, à l'île de Saint-Domingue, à cette époque, il y avait 40 000 blancs et 30 000 métis. Et c'est à cette époque-là qu'on a commencé à catégoriser les différents types de métissage. Il y avait tellement de relations, je dirais, entre les différentes catégories et tellement de métissages différents que un historien a répertorié 101 catégories de métissage. Et c'est à ce moment-là qu'on a parlé de métis, mulâtre, quarteron, etc. C'est à ce moment-là qu'on a donné ces différents noms. Et cet historien a donc répertorié 101 catégories de métissage. Société inégalitaire, aussi même pour les métis qui naissaient libres, mais qui n'étaient pas considérés comme des blancs, donc pas comme des personnes à part entière. Ils devaient... et c'était un peu des citoyens de seconde zone. Et donc les métis étaient libres, mais ils n'étaient pas égaux. Société inégalitaire que Toussaint Louverture voit le jour. Ok, il naît dans une plantation et dans cette plantation, son maître lui apprend à lire et à écrire. Ok, en grandissant, il devient le cocher de ce maître-là. Et parce qu'il avait cette place de cocher, ben, ça lui permettait d'être en contact avec les maîtres et les propriétaires. Ce qui va lui ouvrir l'esprit sur la manière dont ces maîtres et les propriétaires réfléchissaient, pensaient, parlaient et voyaient le monde. On lui donne sa liberté en 1770. Et quand on lui donne cette liberté, ben, il va chercher à avoir des nouvelles fonctions. Il était cocher, il cherche à avoir d'autres fonctions, etc. Il devient un homme d'affaires, il produit du café, il a lui-même ses terres, etc. Donc il prospère de manière assez intéressante. Il avait plusieurs biens, etc. Donc c'est quelqu'un qui commençait à être assis. Et il avait aussi des contacts avec les États-Unis pour tout ce qui était affaires. Ce contexte social extrêmement compliqué, 1791 est une année qui va apporter énormément de bouleversements. Donc les métis qui n'étaient pas égaux aux blancs vont envoyer une pétition. Vont envoyer une pétition à la métropole parce qu'il faut savoir qu'en 1789, il y a eu la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Et pour les métis, pour la caste métisse de Saint-Domingue, c'était une occasion pour eux aussi de revendiquer ces principes d'égalité, de fraternité et de liberté. Ok, donc ils ont envoyé une pétition à la métropole pour tout simplement réclamer des droits égaux aux blancs. Lorsque cette pétition a été envoyée à la métropole et que les propriétaires terriens de Saint-Domingue l'ont appris, les colons, ils ont vraiment mal réagi. Ils ont commencé à opprimer et à réprimer les métis de l'île de Saint-Domingue. Donc il y a eu des exactions, il y a eu des harcèlements, il y a eu vraiment de l'intimidation. Et dans ce contexte-là, Bookman Duty va alors faire passer un message à tous les esclaves de l'île pour tout simplement mettre en place une insurrection.
Ok, on appelle ça le serment du bois caïman. Ok, et dans ce bois-là, il y aura une cérémonie vaudou où tous les protagonistes vont boire du sang de porc et vont se promettre que ils ne parleront pas de leur insurrection. Et d'ailleurs, à ce moment-là, ils vont commencer à fixer une date pour l'insurrection. Ils vont dire, ok, dans 15 jours, on va mettre en place l'insurrection. Et l'insurrection était donc de tuer leurs propriétaires blancs et de se soulever en masse, ok. Lorsque l'insurrection éclate, ben, Toussaint, l'ouverture est un peu dans une position compliquée puisque il était lui-même propriétaire, il avait des personnes sous sa charge, des esclaves en fait, et voilà, il était un peu entre les deux mondes. Ok. Finalement, la situation devient telle que Toussaint doit quand même se positionner et donc il choisit son camp, il choisit de rejoindre ses frères esclaves. Mais lorsque la situation a éclaté, lorsque les violences ont éclaté, il est parti voir son propriétaire pour le protéger par reconnaissance par rapport à tout ce que son propriétaire avait fait pour lui. Ok. Donc la situation se passe, les insurrections vont de plus belle, il y a des exactions sur toute l'île, c'était vraiment très 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 sanglant. L'armée française envoie des renforts, les esclaves continuent de résister, mais au fur et à mesure du temps, les esclaves constatent que bah, ça devient de plus en plus compliqué. Ils n'avaient aucune formation militaire, ils ne savaient pas comment ils allaient pouvoir rester là et garder leur position. Donc ils commencent à avoir une lassitude, il n'y a pas de nourriture, etc. Et donc on demande à Toussaint Louverture, qui était lettré, de pouvoir tout simplement être leur porte-parole et de négocier de meilleures conditions de travail. Et si ces conditions de travail sont garanties, ben alors les esclaves allaient retrouver ou allaient retourner au travail. Ok. Lorsque Toussaint contacte l'armée française pour leur expliquer finalement ces différentes propositions avec des prisonniers qu'il a amenés pour leur montrer sa bonne foi, la France refuse cet accord. Alors à ce moment-là, Toussaint l'ouverture ben, commence à envoyer un message ben, sur toute l'île, que ce soit aux personnes, aux esclaves qui s'étaient déjà rendus, ou que ce soit aux métis, etc., en disant que ben, il allait libérer cette île et que ceux qui voulaient participer à cette libération, qu'ils le suivent. Ok. Entre-temps, il s'associe avec l'Espagne parce que l'Espagne avait des vues sur cette île et voulait pouvoir... ben, en fait, l'Espagne avait des intérêts. Ok, elle était déjà, elle dominait déjà une partie, la partie espagnole qui est aujourd'hui la République dominicaine et voulait rentrer dans Haïti. Alors, Toussaint Louverture a tout simplement négocié avec l'Espagne. L'Espagne lui donnait les armes. Lui combattait les Français pour permettre après à l'Espagne de pouvoir rentrer plus facilement sur ses territoires. Ok. Pendant ce temps-là, voyant que la France n'arrivait pas à maîtriser l'insurrection des esclaves, les colons de l'île de Saint-Domingue ont fait appel à l'armée britannique. Ok. Et donc voilà un peu le contexte de 1791. Cette période trouble où l'armée britannique est là, où il y a un lobby espagnol est là, et où Toussaint Louverture entre les deux en train de combattre avec son armée esclave, en train de combattre ses armées. Il y a un personnage qui va arriver et qui va changer la donne. Il s'appelle Léger Félicité Sontonax et c'est un abolitionniste. Il vient de la métropole, il vient de France. Et il va arriver sur l'île de Saint-Domingue et il va tout de suite amener ses idées abolitionnistes. Bon, les colons ne l'apprécient pas, mais il avait un certain poids et ils ne peuvent pas faire autrement que de compter avec lui. Il va intégrer au sein des délégations et des gouvernances, je dirais, coloniales de Saint-Domingue, il va intégrer des métis afin qu'il y ait une meilleure égalité sociale. Ok. Et
après plusieurs tentatives, je dirais, ou après plusieurs manœuvres politiciennes, il va amener une délégation multiraciale en métropole afin de réclamer l'abolition de l'esclavage. Pourquoi? Ben, donc ils avaient prévu dans leur plaidoyer le fait que les esclaves étaient réellement ceux qui représentaient les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Pourquoi? Lorsqu'ils ont mis en évidence le fait que les colons de Saint-Domingue avaient fait appel à la Grande-Bretagne. Et donc ça n'a pas plu à la métropole. Et donc la métropole a vu finalement dans ces esclaves-là des personnes qui étaient des dignes héritiers de leur pensée des Lumières. Donc égalité, fraternité et liberté. Et c'est en 1794, après justement que cette délégation soit arrivée là en métropole pour plaider sa cause, que la métropole va proclamer l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue et dans toutes ses colonies. Ok. Et lorsque Toussaint Louverture apprend qu'on a aboli l'esclavage, il est en contact avec l'Espagne et combat la Grande-Bretagne. Mais il n'y a que la France qui a aboli l'esclavage. L'Espagne, qui est une monarchie, et la Grande-Bretagne aussi, ont toujours ce système esclavagiste. Alors Toussaint va retourner sa veste et va combattre l'Espagne et la Grande-Bretagne et va entreprendre de les chasser complètement de l'île. Donc il les chasse de l'île en 1795. Et après les avoir chassés de l'île, il devient gouverneur de l'île de Saint-Domingue. Ok, ayant gagné cette campagne militaire et par des manœuvres politiciennes, il devient gouverneur de l'île. Avant, il était général de cette armée-là, justement, de Saint-Domingue. Il devient gouverneur. Et ensuite, voyant que Santonax était trop apprécié de la population, étant donné qu'il avait permis qu'on abolisse l'esclavage, il va tout faire pour le chasser. Et il arrivera à le déboulonner en 1797. Santonax sera obligé de retourner en métropole. Durant cette période, un personnage va arriver et va changer la donne. Donc Napoléon de Bonaparte va faire un coup d'État pour devenir premier consul. Toussaint Louverture voit ça de loin et analyse les choses. Il analyse aussi la situation géopolitique et sent et pressent que les intérêts de la France sont trop grands sur Saint-Domingue pour que le commerce du sucre puisse rester à l'arrêt. Alors il essaye de convaincre la population qu'il faut absolument recommencer le commerce du sucre. La population n'est pas d'accord. Elle voulait juste pouvoir se nourrir à sa faim. Il ne comprend pas les choses. Il est obligé d'osser le ton. Et à ce moment-là, il y a une brisure de confiance. Donc la confiance, elle est brisée entre la population et lui. Et donc c'est à ce moment-là qu'il perd un peu de l'ascendance. Il était le héros, et là il perd de plus en plus d'influence sur la population. Napoléon arrivant au pouvoir va remettre au goût du jour l'esclavage. Et lorsque Toussaint Louverture apprend que justement Napoléon remet au goût du jour l'esclavage, lui va rédiger une constitution pour Saint-Domingue. Et dans cette constitution, il va proclamer le fait que toutes les races sont égales sur Saint-Domingue et que il interdit la discrimination au nom de la race. Donc c'est une constitution assez avant-gardiste pour l'époque. Napoléon sait que Toussaint Louverture devient un problème par rapport au commerce triangulaire, par rapport à finalement aussi les mentalités de l'époque, et il va contacter Thomas Jefferson aux États-Unis pour voir comment tout simplement il va faire pour gérer ce problème. Il faut savoir que Toussaint Louverture avait des contacts avec les États-Unis puisqu'il commerçait avec eux. Et donc Thomas Jefferson est d'accord de couper la communication ou de couper le commerce avec l'île de Saint-Domingue pour que Napoléon puisse frapper avec son armée. Ok, Napoléon envoie son armée. Toussaint Louverture va tenir 3 mois devant l'armée de Napoléon, mais parce qu'il avait déjà perdu la confiance de la population et de ses hommes, il va être trahi
et il devra se rendre. Ok, il devra se rendre parce que voilà, il ne pouvait plus faire le poids. Lorsqu'il va être amené à la métropole, dans sa prison, il va dire quelque chose, il va dire: en m'arrêtant, vous avez simplement abattu le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Mais il repoussera, car ses racines sont nombreuses et très profondes.